C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin de l'hebdomadaire Politis et David Revaudalon de la revue Hémicycle. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Et vos unes respectives cette semaine. Et David, une nouvelle une, chouette. Une nouvelle une très forte sur la violence et la politique, l'incendie. Sur la façon dont à la fois les citoyens s'en prennent de plus en plus à nos élus, maires, députés et présidents, on l'a vu, puisqu'Emmanuel Macron s'est fait lui-même gifler il y a quelques années, mais aussi sur la façon dont les politiques eux-mêmes pratiquent de plus en plus entre eux la violence verbale. Donc un dossier assez inquiétant mais assez lucide. Et on le voit d'ailleurs effectivement à l'Assemblée nationale. Et d'autant plus inquiétant que je crois, j'ai lu récemment, je ne sais pas si vous en parlez dans l'hémicycle, mais que quasiment la moitié des élus maires ne comptent pas se représenter aux élections municipales. Absolument. C'est quand même, ça crée une vraie crise d'évocation et c'est vrai qu'ils sont de plus en plus embêtés par rapport, et on interroge le chercheur Luc Rouban du CEVIPOF, très intéressant, qui nous explique que les électeurs se considèrent de plus en plus comme des consommateurs qui payent leurs impôts, exigent des services et quand ils n'ont pas ces services, s'en prennent directement, verbalement, voire physiquement à leur maire qui donc, logiquement, n'ont pas envie de se représenter. Donc la crise des maires, c'est vrai que c'est pas nouveau mais c'est inquiétant. Pierre, votre une ? Nous, on est allé se renseigner auprès de la jeunesse de France pour savoir et comprendre ce que le discours de la guerre faisait à la jeunesse. Et avec une manière aussi au gouvernement de repenser ce que doit être le SNU. Vous savez, le SNU, cet appel à cette armée de réserve aussi. Et donc, on est allé interroger la jeunesse. On a aussi interrogé cette chercheuse Anne Muxel qui a fait une grande enquête sur les jeunes et la guerre. Très intéressant. Et d'ailleurs, donc, c'est à lire cette semaine dans Politis. Et juste une question là-dessus, comment les jeunes, justement, réagissent face au péril d'une guerre hypothétique Alors, c'est très intéressant parce que, d'abord, il faut minimiser parce que le niveau de connaissance de la jeunesse, de l'appréhension des dangers du monde est extrêmement fort, beaucoup plus fort que les précédentes générations, mais sur des sujets qui ne sont pas liés forcément à la guerre. Ça arrive en 6e position. Le premier sujet, c'est la question écologique, puis la question fiscale, puis la question du pouvoir d'achat, après la question de la sécurité. Et en 6e position arrive la question de la guerre. Mais là où c'est très intéressant, c'est que cette génération que moi j'ai connue, ou peut-être que vous avez connue aussi, qui était très antimilitariste, l'est probablement un peu moins que ça n'était par le passé, compte tenu justement des grandes transformations, des grands conflits à travers le monde. Ça ne veut pas dire que les jeunes sont prêts à s'engager dans la guerre, mais en tout cas, ils sont prêts à travailler à des engagements type réserviste, type SNU, voilà, c'est service civique. Service civique, une sorte de patriotisme. Se rendre utile au pays, oui. Alors, la France, à l'heure où la France insoumise est suspectée d'antisémitisme après l'affaire des affiches de Cyril Hanouna désormais retirées, Jordan Bardella et Marion Maréchal sont aujourd'hui en Israël, invités par l'un des membres du gouvernement pour participer à un colloque sur l'antisémitisme. Quand on connaît l'histoire du Front National et du Rassemblement national qui encore, il y a peu de temps, législative, avait dû retirer des candidats qui posaient avec une casquette nazie, c'est du moins étonnant. Alors, c'est vrai que c'est un retournement de l'histoire assez stupéfiant. Jean-Yves Camus, grand spécialiste de l'extrême droite, a parlé d'une grande victoire symbolique. Je crois que c'est vrai pour un parti qui a été fondé en 1972 sous les auspices d'anciens collaborationnistes, d'un ancien Waffen-SS, de nostalgiques du pétainisme et de la collaboration, et bien sûr dirigé pendant 40 ans par Jean-Marie Le Pen, qui lui-même était un fiefé antisémite et un révisionniste condamné à multiples reprises pour cela. C'est vrai qu'il y a un vrai retournement historique. Après, on va en reparler, notamment du rapport avec LFI, mais je crois que ça en dit presque plus sur la nature au jour actuel du gouvernement israélien que sur le Rassemblement national, qui certes obtient là, on le voit sur ces images, un brevet de respectabilité, mais c'est plus inquiétant, je trouve, de la part du gouvernement israélien qui, on le sait, a pris un tournant depuis quelques années très droitier, voire extrême droitier, puisqu'il y a toute une partie du gouvernement, notamment 2 ministres, Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont des représentants des colons, des fondamentalistes religieux, des suprémacistes, disons-le, et que le Likoud, qui était un parti de droite, mais historiquement a fait la paix avec les Arabes. Je rappelle que le premier traité de paix, c'était avec l'Égypte, c'était Menachem Begin, qui était un représentant du Likoud, et qui devient un parti d'extrême droite, et qui aujourd'hui cherche des alliés avec des partis d'extrême droite européens qui étaient hier encore infréquentables, parce qu'il y a Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen. C'est non seulement le président du parti, mais aussi la petite fille de Jean-Marie Le Pen, mais aussi des représentants de partis
espagnols comme Vox, hongrois comme le Fidesz ou scandinaves qui sont des partis antisémites. Donc ça en dit finalement aussi long. Plus long même, je trouve, sur la dérive du gouvernement israélien que sur le RN lui-même. Et ça va plus loin, effectivement, que cette dédiabolisation qu'ils sont en train à chaque fois de plier tous les coins et de déplier tous les coins de cette dédiabolisation. Mais ce que dit David, vous allez dire non, mais c'est dans le fond l'extrême droite française qui parle à l'extrême droite israélienne ou vice-versa. Mais quelle symbolique vous y voyez? Est-ce que vous êtes d'accord avec David? Mais d'abord, il y a un problème sémantique. Nous autres journalistes, quand on étudie, quand on parle de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël, David vient de parler de brevet de respectabilité, vous venez de parler d'achèvement finalement presque de la... Sur la scène française, montrer qu'on n'est pas des antisémites. La dédiabolisation. Oui, mais tout ça est comment vous voulez une vaste considérer blague. qu'on se dédiabolise en étant invité par un gouvernement d'extrême droite et en plus par le pire? Non, mais qu'on n'est pas des horribles antisémites, ce qui est totalement faux. Vous m'écoutez pas, Roselyne. Comment voulez-vous qu'on parle qu'est-ce qu'il y a de dédiabolisation quand vous êtes invité par un gouvernement d'extrême droite qui mène une politique absolument horrible vis-à-vis du peuple palestinien? Comment voulez-vous qu'on parle de dédiabolisation? Ce serait l'achèvement de leur diabolisation parce qu'ils sont invités par un gouvernement d'extrême droite. J'ajoute une chose, que le ministre qui les invite, c'est le même ministre qui a assisté au rassemblement aux États-Unis des conservateurs où il y a eu un salut nazi. Jordan Bardella est parti, lui il y est resté. Donc si vous voulez ces espèces d'instrumentalisation, de regarder entre nous, on est là pour lutter contre l'antisémitisme avec ceux qui en plus ont dans leur rang encore, on l'a vu récemment, c'était pas très vieux, aux dernières élections législatives, on avait encore des députés qui portaient des casquettes nazies, encore un qui est aujourd'hui toujours député, qui a eu une librairie qui vendait des livres antisémites et des livres révisionnistes. Si vous voulez, je veux bien qu'on nous explique aujourd'hui le RN est lavé de tout soupçon d'antisémitisme. Non, faisons attention. On dit pas ça. J'ai pas dit que vous avez dit ça. J'ai pas dit que vous avez dit ça. Je trouve qu'aujourd'hui, j'entends partout dire il achève sa dédiabolisation en étant invité par Israël. Enfin, comment on peut achever sa dédiabolisation en étant invité par un gouvernement d'extrême droite? Non, mais laver les soupçons d'antisémitisme. D'abord, mon premier point, vous avez remarqué, partait du positionnement politique du gouvernement israélien. Je ne vous ai pas accusé, vous. Je relevais la lecture que vous faisiez de ce que mais force est de constater que sur la diabolisation, je citais Jean-Yves Camus, je pense qu'il a raison. Je pense que depuis 40 ans, depuis la naissance du Front National, le parti de Jean-Marie Le Pen, le nom de Jean-Marie Le Pen était persona non grata en Israël, ce qui était tout à fait logique du point de vue des fondamentaux antisémites du parti. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a dans l'entourage de Marine Le Pen, il y a eu des candidats que Jordan Bardella a qualifiés de brebis galeuses, mais qui avaient des propos et des postures antisémites, mais aussi racistes, homophobes, etc. Vous avez raison de dire que dans l'entourage proche de Marine Le Pen, il y a aussi des gens qui sont historiquement très antisionistes, pour ne pas dire antisémites. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est un vis-à-vis de la communauté juive, qui d'ailleurs n'est pas univoque sur ce point, on va y venir. Voilà, c'est quand même une victoire symbolique incontestable. Après, effectivement, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, considère que c'est une opération de manipulation politique. Beaucoup d'organisations juives françaises se sont élevées contre cette visite, à tel point que Marine Le Pen hier a fustigé le CRIF comme une organisation gauchiste. J'exagère à peine, expliquant qu'il fallait la dégauchiser. Alors que le CRIF, historiquement, refuse d'inviter et de dialoguer avec à la fois le Front National, puis le Rassemblement National, puis la France Insoumise. Mais je pense qu'on va y venir. Il faut aussi parler dans cette affaire du rôle de la France Insoumise, parce que je constate quand même que Marine Le Pen, nonobstant tout ce qu'on vient de dire, qui est exact, qui a quand même, au-delà du substrat antisémite fondamental, il y a encore beaucoup d'antisémites dans l'écosystème. Je constate que Marine Le Pen, elle, a pris la défense des Juifs de France, n'a jamais pris eu de propos antisémites, et que c'est un discours qui, hélas, il faut le dire, a de l'écho dans la communauté juive de France, qui il y a 10 ans, 20 ans, n'aurait jamais pu envisager de voter pour le Front National et le Rassemblement National, et qui aujourd'hui peut considérer que le Rassemblement National, ce qui est d'ailleurs sa position, est un bouclier face à l'islamisme. N'oublions pas que la communauté juive de France a non seulement été une des principales cibles des attentats djihadistes depuis l'école Ozar Torah en 2012, avec l'hypercacher, avec Mireille Knoll, avec un certain nombre d'attentats antisémites récents, mais aussi depuis le 7 octobre, d'une montée incroyable et d'une explosion des violences antisémites. On en a eu un exemple très récent avec le rabbin d'Orléans qui vient de se faire agresser dans la rue. Je rappelle qu'une statistique, 60% des agressions racistes violentes le sont contre la communauté juive de France, qui représente 1% de la communauté nationale. Et donc, ça crée quand même un état d'esprit. Il y a de la manipulation, vous avez raison, il y a une opération
dans la communauté juive, on parle de cachérisation de l'extrême droite. Vous savez, c'est ce processus qui vise à rendre cachère acceptable pour les juifs. Je pense que c'est hélas quelque chose qui fonctionne. Pierre, alors... Aller là-bas pour quelle finalité politique ? Est-ce que c'est une façon de se liguer contre l'islamo-gauchisme, montrer une autre figure que celle d'LFI, qui est accusée par les oppositions d'être antisémite après avoir publié, puis retiré une affiche de Cyril Hanouna faisant référence aux années 30 ? Est-ce que, est-ce que vous... C'est quoi la question La question, en fait, non, je voulais qu'on écoute, pardon. Vous voulez me demander si elle est antisémite, c'est ça, Roselyne Bourré? Oui, mais je voulais pas vous le demander si... je voulais vous faire écouter d'abord l'extrait de notre invité hier, Aurore Berger, sur le sujet. Quand vous créez justement des affiches qui prennent et reprennent toute l'iconographie antisémite des années 30. Vous voyez bien qu'antisionisme se confond avec antisémitisme et vous voyez bien que ça a des conséquences. Ça met des cibles dans le dos de Français, et ça, de Français juifs. En fait. Voilà. Est-ce que ça met des cibles dans le dos des Juifs de France ? Oui, clairement, il y a un climat qui est totalement nauséabond sur la question de l'antisémitisme. Et moi, je ne peux pas... Je veux dire, quand on est un citoyen français, quand on connaît notre histoire, on ne peut pas se réjouir d'entendre des Juifs expliquer qu'aujourd'hui, ils réfléchissent à quitter la France. Ça fait plaisir à personne. En tout cas, ça ne fait pas plaisir de savoir qu'aujourd'hui, il y a des Français qui ne se reconnaissent pas dans ce qui est en train de se produire aujourd'hui en France. Et est-ce que la France insoumise a eu un mauvais rôle dans la dernière période ? Sans doute, même c'est sûr. Et c'est d'autant plus sûr qu'aujourd'hui, y compris sur cette histoire d'affiche, il n'y a pas eu d'excuses quasiment automatiques et que c'est une erreur, encore une fois, à laquelle la LFI aurait dû... bref, il y a un problème et donc il serait vraiment... Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec cette... Quel est le fond de leur pensée ? Vous qui connaissez bien, qui êtes spécialiste de la gauche radicale, comment vous expliquez qu'une telle affiche ait pu voir le jour aujourd'hui ? Je ne me l'explique pas, et d'ailleurs j'aimerais bien qu'ils nous l'expliquent eux. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ne nous l'expliquent pas. Et donc c'est un problème, et qu'il n'y ait pas eu d'excuses franches, sincères, directes, automatiques dès après la publication de cette affiche, c'est un problème. Donc qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y ait un problème et qu'on se pose la question de l'antisémitisme. Je vous en veux pas quand vous me posez la question est-ce que la FI est antisémite ? Il faudrait être absurde, et la France insoumise est absurde de ne pas comprendre le problème qui se pose à eux aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Après, il y a une deuxième chose, où là aussi, nous, journalistes, on a quand même une responsabilité. Oui, il y a des interrogations à se poser sur une partie de la gauche sur la question de l'antisémitisme, mais sur la manière dont tout ça, aujourd'hui, crée un contexte où les juifs sont attaqués parce que juifs. Et notre responsabilité, c'est aussi de dire que l'antisémitisme premier, il vient de la droite et de l'extrême droite. Je veux dire, il y a un rapport qui a été pondu l'année dernière, qui ne date pas d'il y a 3 ans, il date de l'année dernière, qui a été pondu par la CNCDH, la Commission consultative nationale des droits de l'homme, qui montre qu'aujourd'hui, l'antisémitisme de gauche est infime par rapport à l'antisémitisme de droite et d'extrême droite. Ça n'exclut pas à la gauche de ne pas s'interroger sur la raison pour laquelle on a ce soupçon d'antisémitisme. Mais faisons attention à ne pas dévier le curseur là où le problème... Ça ne vient pas exonérer le fait que... Non, mais ça ne doit pas exonérer, mais l'histoire ne vient pas exonérer. C'est surtout que le problème vient de là, principalement aujourd'hui. Il y a quand même... Non, mais Pierre, il y a quand même un problème, parce qu'aujourd'hui, on a pointé toute l'opération de cachérisation de l'extrême droite, effectivement, et il ne faut pas être dupe, mais elle est aussi permise, cette opération, par le fait qu'aujourd'hui, et ça date pas d'hier, il y a eu une intensification depuis le 7 octobre, évidemment, LFI flirte ouvertement depuis le 7 octobre avec les codes antisémites, et c'est un délicat euphémisme que de dire cela. Quand M. Mélenchon explique qu'une de nos consoeurs, en l'occurrence Ruth Krief, est une fanatique, à tel point que celle-ci est obligée d'être sous protection policière, que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, campe à Tel Aviv, que Jean-Luc Mélenchon met en avant Mme Rima Hassan comme porte-parole de la campagne européenne, qui avance le point, qui utilise la... C'est pas un argument, c'est désolé, David. Non, mais mais qui utilise, si vous voulez, la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza comme argument de campagne. Laissez-moi terminer numéro 1. Et quand il y a un certain nombre de dérapages jusqu'à aboutir à cette affiche
dignes du juif juste ou du juif éternel, qui sont des films nazis des années 30, des films nazis, et vous le disiez vous-même. L'argument de Mélenchon est insupportable. Et la défense de Mélenchon non, mais c'est même plus qu'insupportable, c'est absolument ignoble. C'est quelqu'un de très cultivé, Mélenchon, il connaît son histoire politique, il connaît la religion. Donc il y a une affaire de stratégie politique. Mais évidemment, derrière, c'est une affaire de stratégie politique, à tel point qu'aujourd'hui, la communauté juive de France considère que le principal danger vient de l'extrême gauche, vient de la France insoumise et non plus du Rassemblement national. Bien sûr, et donc il ne faut pas non plus voiler la face. Et cette opération, dans cette affaire, les insoumis sont les idiots utiles du Rassemblement national. L'extrême droite et l'extrême gauche est l'idiote utile. Je partage en plus ce que vous dites, David. Ce qui me pose question, c'est notamment quand vous allez sur le terrain de Rima Hassan et le fait que sur la campagne européenne, c'est joué beaucoup de la défense des Palestiniens. Uniquement sur Gaza. Mais c'est vrai. Oui, parce que on a beaucoup parlé parce qu'il y a eu aussi sans doute une instrumentalisation médiatique autour de la figure de Rima Hassan qui était. C'est quand même eux qui ont choisi de s'installer sur ce terrain. Et ils ont tort. Franchement, ils ont tort. On parle de 50 000 morts aujourd'hui de Palestiniens depuis le début de la guerre. Je veux dire, il y a un problème. Est-ce qu'un parti politique défende aujourd'hui le sort des Gazaouis et des Palestiniens? Le problème n'est pas qu'ils défendent le sort des Gazaouis, mais vous aurez remarqué que dans le pays voisin, qui s'appelle la Syrie, il y a eu 600 000 morts en disant je n'ai jamais entendu un insoumis s'émouvoir parler de génocide à propos de la situation en Syrie. D'ailleurs, vous-même, Pierre, je vous ai jamais entendu vous émouvoir de ces 600 000 morts en Syrie, qui, à mon avis, me semble valoir beaucoup plus l'accusation de génocide, de crime de guerre. On n'était pas face à face au moment de la guerre en Syrie. Mais j'ajoute une chose, il y a eu une tribune qui a été publiée en fin de semaine dernière dans Le Monde par François Hollande, Bernard Cazeneuve, Gabriel Attal et je ne sais plus qui d'autre. Et j'ai été profondément... Ça m'a interloqué, en tout cas je me suis posé la question, parce que cette tribune dit finalement aujourd'hui on ne reproche plus aux Juifs de contrôler le monde, mais aux sionistes de vouloir contrôler des terres. Et c'est exactement le problème aujourd'hui qu'on repose à la France insoumise en défendant aujourd'hui les Palestiniens et en accusant Israël de vouloir annexer les territoires de Cisjordanie notamment. Vous lui dites qu'ils sont plus antisionistes qu'antisémites. Mais oui, c'est ça que vous êtes en train de dire. Une affiche montrant Cyril Hanouna sous les traits caractéristiques. C'est-à-dire qu'il confond antisionisme et antisémitisme. Non mais vous fermez les yeux volontairement ou vous faites l'autruche, mais quand on caricature Cyril Hanouna, que je ne porte personnellement pas dans mon cœur, mais sous les traits des juifs éternels caricaturés par les nazis, ça n'a rien à voir avec Israël, pardon, je suis désolé. Et la fille flirte avec les codes de l'antisémitisme et c'est un délicat euphémisme. On peut au moins se mettre d'accord, la guerre cesserait en Israël et en Palestine. Vous allez être coupé par le générique. Serait beaucoup moins important qu'il n'existe aujourd'hui. Merci, c'est dommage, c'est terminé. Merci. On a cru à un moment qu'on vous mettait d'accord, mais non. À très vite, merci. Quand il décide de faire son coming out, Patrick Zingil le fait sur grand écran dans le film de son amie Alice Diop, Vers la tendresse, césarisé en 2017. Un discours qui parle d'abord d'amour de soi et qu'il continue à faire vivre dans sa pratique du hip-hop. Le hip-hop, c'est ce qui m'a permis moi de m'affirmer. Et quand les gens me voyaient danser, ils comprenaient en fait qui j'étais. Danseur, chanteur, il oriente aujourd'hui son art notamment vers le soin des plus fragilisés. Hip-hop, danser vers la tendresse, c'est à retrouver sur France 24 dans Pas de quartier.